Science. Bonjour et bienvenue pour ce Stop Science consacré aujourd'hui aux 5 composantes de votre propre corps qui sont plus anciennes que vous. Attends, ça vient de mon corps et c'est plus vieux que moi. Bah il commence déjà vachement bien cet épisode, hein. Déjà un non-sens, un... Non mais non, c'est tout simplement que chaque partie de notre corps a une histoire. Et cette histoire du fond des âges a laissé des traces, des cicatrices qui témoignent de notre illustre ascendance et de notre lointain passé. En effet, si vous vous figuriez que votre corps était de la belle ouvrage, une machine ingénieusement conçue pour fonctionner à son plein potentiel, alors détrompez-vous. Car si un ingénieur se penchait sur notre cas, voilà ce qu'il verrait. Non mais Régis, le dossier humain, tu m'as fait quoi là? Pourquoi tu lui as collé un appendice tout rabougri qui lui sert à rien? En plus ça risque de s'infecter. Ah bah ça, c'est parce Mais que... et puis la tête, mais qu'est-ce que sa tête fait au bout de son petit cou rachitique? Tu voulais pas y coller les pointillés aussi pour indiquer où couper, non? Ah mais non mais alors ça je sais c'est à Non mais cause de... et puis la pompe, non mais c'est n'importe quoi, pourquoi elle est pas mieux la pompe? Puis qu'est-ce que c'est que ce tuyau coudé à la sortie? Un tuyau coudé à la sortie d'une pompe, tu crois qu'il va se passer quoi quand tu vas le mettre en marche, hein? Non mais c'est ni fait, ni à faire. Et le nerf du larynx, pourquoi il fait un si long détour alors qu'il passe juste à côté, là? Pourquoi t'as pas tracé une ligne droite, là, hein? Ah, c'est pas ma faute, ok? C'est l'évolution. Ils nous ont dit, voilà un poisson, faites-en un primate. Alors bah forcément, on fait ce qu'on peut, mais pas ce qu'on veut, hein, ok? Alors, pour toute réclamation, merci de vous adresser au département évolution. Et oui, c'est ça l'évolution. Elle ne fait pas table rase du passé, elle innove à partir de ce qu'elle a sous la main. Elle est comme une fugue de Bach. Elle compose ses variations à partir d'un thème de base, entrelaçant de nouvelles notes et brodant de nouvelles mélodies par-dessus celles qui existent déjà. Et toutes se mélangent, et toutes se renouvellent imperceptiblement. L'évolution, c'est comme une symphonie qui se bâtirait par-dessus les fondations du bas... Eh, oh! Quoi? T'as tout pété mon envolée lyrique, voilà. Waouh! Tu m'as pourri mon groove! Enfin, je crois qu'on a compris l'idée là, merci. L'évolution, c'est comme en chimie, rien n'est jamais perdu, mais tout se transforme. On a saisi le concept, je pense. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour ce top 5 des morceaux de vous qui sont plus vieux que vous ne pourriez l'imaginer. Numéro 5. Lève mitochondriale. Les mitochondries, ce sont des petites centrales d'énergie naturelle, si petites qu'il peut y en avoir des dizaines à l'intérieur d'une seule de vos cellules, notamment dans vos muscles. Toutes les mitochondries de votre corps, absolument toutes, viennent d'une poignée de mitochondries que le corps de votre maman a précautionneusement placées à l'intérieur de l'ovule que vous étiez jadis. Ah bon? Il n'y en a pas dans les spermatozoïdes? Si, bien sûr, il y en a dans les spermatozoïdes. Mais les spermatozoïdes ayant besoin d'énergie pour se propulser, toutes les mitochondries sont situées dans leur flagelle. Flagelle qu'ils perdent lorsqu'ils fécondent l'ovule. Et ceci a une conséquence importante. L'ADN, le code génétique de toutes vos mitochondries, est le même que celui des mitochondries de votre mère, qui est d'ailleurs le même que celui de sa mère avant elle, etc., etc. Et si on pousse le raisonnement suffisamment loin, alors on peut en déduire que l'ADN des mitochondries de toute l'humanité est le même que celui de notre mère à tous, l'ancêtre commune au genre humain, l'Ève mitochondriale. Au moins à quelques mutations près, bien entendu. Et, cerise sur le gâteau, en comptant ces mutations, il est possible de déterminer combien de générations nous séparent d'Ève et donc de calculer à quelle époque elle a vécu. Ce faisant, les généticiens ont calculé qu'Ève aurait donc vécu il y a entre 100 et 200 000 ans. Et puisque les femmes d'Afrique subsaharienne portent en elles les traces de l'ADN mitochondrial le plus ancien, il est même possible de dire que Ève était africaine. C'est toujours très impressionnant de faire ainsi parler l'ADN, mais ça l'est encore plus quand ce qu'il raconte colle parfaitement avec ce que disent les fossiles, qui placent l'origine de l'être humain en Afrique il y a justement entre 120 et 200 000 ans. Avoue qu'il y a de quoi se la prendre et se la mordre. Certes, c'est un beau scénario, et il serait encore plus réussi avec une histoire d'amour. Alors du coup, est-ce que notre Ève mitochondriale aurait fricoté avec un Adam? Et oh là 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 là, je t'arrête tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette image? Bah c'est Adam et Ève, quoi, normal. Non mais alors si tu tiens vraiment à illustrer nos propos, tu seras gentil de tenir compte du fait que l'humanité est originaire d'Afrique. Voilà, là c'est mieux. D'accord, bon. Et l'Adam mitochondrial alors? Bon déjà il n'y a pas pu y avoir d'Adam mitochondrial parce que les mitochondries ne se transmettent que par les ovules. Ah oui. Bon bah du coup, il nous faut un marqueur génétique qui soit typique des hommes, comme le chromosome Y, tiens. Ça devrait marcher avec un chromosome Y. Ah oui, et en comptant les mutations du chromosome Y portées par les mâles de notre espèce, les généticiens sont arrivés à la conclusion que l'Adam chromosomique a vécu il y a entre 150 et 400 000 ans. 150 et 400 000 ans, ça fait de la marche quand même, hein. Certes, et vous l'aurez compris, cette datation laisse largement ouverte la possibilité que l'Adam chromosomique et l'Ève mitochondriale n'aient pas vécu en même temps, et certainement pas au même endroit non plus, et ne se soient même jamais croisés. Wow, arrête ton char bénure par mes aïeux, mais comment est-ce que c'est possible que le père et la mère de l'humanité n'aient pas formé un couple? Ça n'a aucun sens. Attends, je t'explique. Voici la population originelle de notre espèce, Homo sapiens, notre ancêtre commun à tous.
Bon, je dis population, car la fidélité du couple chez Homo sapiens à l'âge de pierre, enfin vous voyez, quoi. Hein. Adam et Ève doivent faire partie de cette population quand même, non? Justement non. Voici les descendants de cette population, et voici apparaître la dent chromosomique, et puis notre Ève mitochondriale bien séparée. Ah, je crois que j'ai saisi l'idée là. Voici les descendants d'Adam, et voici ceux de Ève. Et là, c'est la population chez qui les gènes de l'Adam chromosomique et ceux de l'Ève mitochondriale se sont rencontrés. Et nous, enfin je veux dire tous les êtres humains vivants aujourd'hui, descendons tous de cette population où le chromosome Y d'Adam et les mitochondries de Ève se côtoient. C'est pour ça qu'on les retrouve chez tous les êtres humains, mais que les datations ne concordent pas. Bah du coup, c'est grave abusé d'appeler ces deux-là Adam et Ève, hein. Ça fait genre figure biblique et tout le tout-team, alors qu'en fait, ce sont juste les plus anciens porteurs des deux marqueurs génétiques typiques à chaque sexe. Ah, c'est sûr qu'il faut pas prendre les appellations Adam et Ève au pied de la lettre. La dent chromosomique n'est un Adam que pour les gènes du chromosome Y. Et l'Ève mitochondriale n'est une Ève que pour les gènes des mitochondries. Rien de plus. La vraie population ancestrale de l'humanité, c'est celle où les deux lots de gènes issus de ces deux-là se sont retrouvés ensemble pour la première fois. Tenez-vous-le pour dit, la génétique ne retrace que l'histoire des gènes, pas directement celle des gens qui les portent. Numéro 4. Le troisième œil. Ouvrez vos chakras, mes amis, car il va être temps pour nous de vous parler du troisième œil. Un troisième œil? Un troisième œil? Où ça? Sur le front? Hein? Un troisième œil sur le front? Non. Le troisième œil dont on va parler se trouve au sommet du crâne chez les quelques reptiles actuels qui en possèdent encore un, comme le sphénodon. Donc si nous devions posséder un troisième œil, il serait plus certainement situé au milieu de ta flamboyante tignasse. Ah bon? Et alors pourquoi tu dis qui en possède encore un? Ça veut dire que les autres l'ont perdu? C'est bien ça. À l'origine, tous les vertébrés terrestres ou aquatiques possédaient un troisième œil. La plupart l'ont ensuite perdu. Les poissons, les crocodiles et les mammifères par exemple. Le troisième œil ne voit pas les images. Par contre, il sert aux lézards actuels à mesurer la longueur des journées. Il est relié à une glande, la glande pinéale ou épiphyse, qui agit un peu comme un calendrier naturel qui indiquerait directement au cerveau « Maintenant c'est le jour, maintenant c'est la nuit, là les jours raccourcissent donc ça doit être l'hiver, maintenant les jours rallongent donc on approche de l'été. » La glande pinéale est un peu comme un calendrier. Elle est utile pour caler les cycles de reproduction afin que tout le monde batifole au bon moment. Elle régule aussi les rythmes liés au sommeil et sert à savoir quel est le meilleur moment pour se dorer la pilule au soleil. Mais si c'est si utile, alors pourquoi autant d'animaux, y compris à sang-froid, se passent d'un troisième œil? Ça, c'est une grande question. Disons que nous autres avons simplement d'autres organes sensibles à la lumière qui sont capables de remplir le même rôle que le troisième œil et qui ne s'en privent pas. J'ai nommé les yeux. Et oui, la structure, la base génétique et le développement du troisième œil sont exactement les mêmes que celles de nos propres yeux pairs. Dès lors, pourquoi s'embêter avec un troisième œil? Dites donc, Régis, là, faire apparaître un œil en trop pour ensuite le faire disparaître, non mais c'est encore pas bien optimisé tout ça, là, hein. Bah, c'est l'administration de la nature, vous savez, ils sont pas avares de procédures, surtout pour les paperasses, alors ils savent pas faire les choses simplement, quoi. Hein. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons plus de troisième œil que nous n'avons pas de glande pinéale. Regardez, là, ici. Oui, le tout petit point rouge là, elle est toujours là, minuscule mais bien présente, et elle remplit toujours son rôle de régulation des cycles biologiques. C'est par exemple à cause d'elle qu'un décalage horaire vous fait si mal au crâne, et que vous faites des réserves en hiver. Mais ça c'est aussi un peu à cause des repas de fête. Et ce petit bouton, tout juste un amas de cellules au cœur de votre cerveau, c'est tout ce qui reste du glorieux troisième œil de vos ancêtres les prémammaliens. Les prémammaliens ont vécu il y a entre 320 et 250 millions d'années et ont été les tout premiers vertébrés terrestres à devenir de grands herbivores et de super prédateurs. Ils ont vécu partout, même chez nous. Et ils ont régné sur le monde durant des millions d'années, et ce, bien avant que les tout premiers dinosaures n'apparaissent. Des carnivores à dents de sabre, Des herbivores géants à bec de tortue, des colosses au crâne orné de cornes monstrueuses, des petits insectivores vivant dans les terriers, des chasseurs à la saillante voilure dorsale. ou bien encore des sortes d'hippopotames sont autant de représentants de la diversité de cette mémorable lignée qui donna un jour naissance aux tout premiers mammifères. Ils sont bien trop souvent confondus avec les dinosaures alors qu'ils ont presque tous vécu avant eux et sont les grands oubliés de nos livres de sciences Car on a la fâcheuse tendance à trop souvent les appeler des reptiles mammaliens. La notion de reptile est une notion qui s'applique relativement bien aux espèces vivantes d'aujourd'hui. Des créatures écailleuses qui pondent des œufs à sang froid et rampant sur le sol. Pourtant déjà là il y a un problème, les oiseaux. Les oiseaux sont génétiquement plus proches des crocodiles que les crocodiles ne sont proches des autres reptiles. Donc il faudrait exclure les crocodiles des reptiles.
Ou alors dire que les oiseaux sont des reptiles. Pas facile à admettre, hein. Appeler toutes ces petites boules de plumes des reptiles, ça fait déjà grincer des dents. Alors maintenant, imaginez si vous prenez les plus anciens représentants de la lignée des mammifères, comme le célèbre Dimétrodon, et que vous vous mettez à appeler ça un reptile aussi. Un reptile mammalien. Alors là, le mot reptile ne veut absolument plus rien dire du tout, puisqu'au final, vous y rangez des espèces qui n'y sont apparentées que de façon très, très indirecte. Les prémammaliens avaient déjà acquis plusieurs caractères en commun avec les mammifères, comme la possible absence d'écailles, encore que les écailles fossilisent assez mal, des soins parentaux, et même Dimétrodon devait avoir un mode de vie nocturne, ce qui laisse envisager la possibilité qu'il n'ait pas eu le sang si froid que ça. Donc pourquoi appeler ça des reptiles mammaliens? Pourquoi ne pas appeler ça des mammifères reptiliens plutôt? Tiens, regardez celui-là, il pond des œufs, on pourrait dire que c'est un mammifère reptilien, non? Un reptifère. Ou un mammareptile. Ouais, bon ok, un prémammalien c'est bien aussi. Les prémammaliens comme le Dimétrodon avaient tous, ou presque, un trou au sommet du crâne pour laisser passage au troisième œil qui devait, comme chez les lézards actuels, être relié à la glande pinéale située dans cette partie du cerveau qu'on dit reptilienne. Notez qu'on ne parle de cerveau reptilien que par opposition au néocortex, qui est la couche la plus superficielle du cerveau, et qui est typique des mammifères. Sinon, le cerveau des vrais reptiles et celui du Dimétrodon étaient déjà très différents, séparés par plusieurs millions d'années d'évolution. Puis, certainement en lien avec l'apparition du métabolisme à sang chaud, l'œil pinéal a perdu sa fonction et a disparu chez les mammifères. Tout ce qu'il nous en reste, c'est cette petite glande pinéale atrophiée, ce fantôme de l'évolution, ce reliquat de notre lointain passé enfoui tout au fond de notre cerveau. Mais si, comme René Descartes, vous pensiez que la pinéale était le siège de l'âme, alors il faudra vous faire à l'idée que les Dimétrodons doivent prendre une sacrée place au paradis. Numéro 3. L'ADN. L'ADN, notre code génétique, c'est une molécule incroyablement longue, mais microscopique, contenue dans vos cellules. Cette molécule est en fait une immense ligne de code dans laquelle sont inscrites les instructions pour construire, faire vivre et entretenir un être vivant. Votre ADN, c'est votre disque dur, sauf que votre code n'est pas écrit en 2 caractères, 0 et 1, mais en 4 caractères. A pour adénine, C pour cytosine G pour guanine. et T pour thymine. Tous les êtres vivants actuels, sans exception, partagent rigoureusement le même système de codage ADN, même si la séquence des lettres est différente d'une espèce à une autre. Cela signifie que l'ADN est aussi vieux que la vie elle-même, 3,5 à 4 milliards d'années, et que nous l'avons tous hérité d'une cellule unique, l'ancêtre commun de tous les êtres vivants, LUCA pour Last Universal Common Ancestor. Ah non, là, je t'arrête, car c'est pas tout à fait exact. L'ADN est peut-être aussi vieux que Luca, mais Luca n'est pas la plus vieille cellule vivante. Il n'était que l'ancêtre commun des espèces actuelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'êtres vivants plus vieux encore. Comment ça, plus ancien? Tu veux dire des êtres vivants sans ADN? Non, je veux juste dire qu'il y avait d'autres êtres vivants avant Luca, mais qu'ils se sont éteints. Preuve en est que l'ADN, encodant pour des protéines, sert de base lui-même pour fabriquer un être vivant. Mais que l'ADN ne peut pas se copier tout seul. Il a besoin de certaines protéines pour cela, protéines qui doivent aussi être codées par de l'ADN. Ah, mince alors, mais c'est comme le coup de l'œuf et de la poule, quoi. Il faut déjà de l'ADN pour fabriquer un être vivant, pour fabriquer de l'ADN. Et donc, il a bien fallu que quelque chose précède l'ADN, et ce quelque chose était contenu dans des cellules vivantes plus anciennes que Luca, l'ancêtre de l'ADN en quelque sorte. Tout ça c'est assez flou, alors pour mieux vous illustrer ce propos, on va plutôt vous parler des baleines. Les baleines actuelles se nourrissent de plancton en filtrant l'eau de mer à l'aide de leurs fanons. Les fanons ne sont pas des dents, ce sont des excroissances de kératine comme des cheveux ou des ongles qui poussent sur le palais. Les premières baleines, elles, n'avaient pas de fanons, et comme la plupart des mammifères, elles avaient des dents. Mais ces dents étaient bien particulières, elles leur servaient à filtrer l'eau. Le phoque crabier qui se nourrit de cette manière possède des dents très similaires. Les fossiles montrent que les dents n'ont pas été subitement remplacées par les fanons lors de l'évolution des baleines, mais qu'il y a eu une période de coexistence, des baleines avec des fanons et des dents. Le système de filtrage par les dents a en quelque sorte servi d'assistant au système de filtrage par fanon quand il commençait à apparaître et était encore peu efficace. Ce dernier l'a ensuite surpassé, puis naturellement remplacé. Remplacez maintenant le mot filtrage par le mot codage et vous obtenez l'histoire de l'ancêtre de l'ADN. Le système de codage par ADN a dû être précédé par un système de codage chimiquement plus simple et plus basique. Ce système a servi d'armature sur et autour duquel s'est construit le système de codage à ADN, et finalement l'ADN s'est trouvé être un système plus efficace qui a complètement supplanté l'ancien système. Luca était né. La capacité fondamentale de l'ADN, et donc de la vie en général, c'est de faire des copies de lui-même. L'ADN, comme la vie qu'il soutient, est une molécule qui se reproduit. Donc, la molécule échafaudage a pu être à peu près n'importe quel type de molécule, tant qu'elle possédait cette capacité fondamentale, la reproduction. Aujourd'hui, le graphite qui se compose
compose un empilement de feuilles d'un atome d'épaisseur de carbone pur, est un cristal qui est capable de se reproduire. Le graphite, c'est la matière de la mine de votre crayon de bois, et il est très facile d'en détacher des feuillets par simple frottement. Il a aussi la capacité d'attirer les atomes de carbone qui l'entourent et qui parfois s'accumulent jusqu'à former une nouvelle couche du cristal. C'est un processus lent et peu efficace de reproduction, mais qui dit reproduction dit descendance avec modification, et qui dit descendance avec modification dit sélection naturelle des lignées de cristaux se reproduisant le plus rapidement. Et c'est ainsi, pensent les théoriciens, que la vie a pu émerger de la matière minérale au fil des générations de cristaux de graphite ou de quoi que ce soit d'autre qui lui ressemble d'ailleurs. Ceci n'est bien sûr qu'un modèle purement théorique. Pourtant, quand on regarde la chimie du vivant, on remarque qu'un atome y est central, prédominant, le carbone évidemment. Maintenant, pensez-y, le graphite est lui aussi composé de carbone, et ça, c'est peut-être le signe que c'est lui l'ancêtre minéral de la vie. Numéro 2. Le fer. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Chaud, alors là on n'a pas froid aux yeux, maintenant on attaque les composants de votre corps qui sont plus vieux que votre corps, mais qui sont aussi plus vieux que la vie sur la Terre elle-même. C'est l'heure de l'instant extraterrestre. En quelque sorte, oui, notre corps est certes fait de cellules de la matière vivante terrestre, mais les cellules, elles, sont faites de molécules qui sont elles-mêmes faites d'atomes, et ces atomes sont bien plus vieux que l'origine de la vie sur Terre ou que notre Terre elle-même. Le fer est le quatrième élément le plus abondant de la croûte terrestre, et si l'on retrouve du zinc, du cuivre, du cobalt, du sélénium et même de l'or dans votre sang, Sous forme de traces, ne commencez pas à chercher. le fer y est par contre lui omniprésent. Cette belle couleur rouge ne vous rappelle donc rien. Et oui, la rouille. Votre sang est plein de rouille, du fer oxydé en fait, contenu à l'intérieur de vos globules rouges. Le fer s'oxyde avec une facilité déconcertante, et notre sang s'est approprié cette propriété qui lui permet de transporter cette denrée essentielle au fonctionnement de nos organes qu'est l'oxygène. Le fer est un atome relativement lourd, et aucun phénomène existant sur Terre n'est assez puissant pour fabriquer un tel type d'atome. Pour qu'un atome de fer se forme, il faut du silicium et une réaction nucléaire générant une énergie inimaginable comme seules des étoiles en fin de vie sont capables d'en produire. Cette réaction nucléaire est généralement la dernière de la vie d'une étoile, car après cela, elle s'effondre sur elle-même, puis devient une supernova. L'explosion disperse alors le fer tout récemment formé autour d'elle, puis la gravité rassemble les atomes à nouveau, et un nouveau cycle recommence. C'est ainsi, pense-t-on, que le fer qui compose notre Terre et notre sang est né, à partir de l'explosion d'un soleil d'un autre système solaire qui a existé en lieu et place de notre propre système solaire à nous, mais bien longtemps avant le nôtre. En fait, il existe sur Terre des éléments bien plus lourds que le fer, ce qui veut dire que pas un, mais 2 systèmes solaires ont certainement précédé le nôtre. Et oui, notre soleil n'a que 5 milliards d'années et l'univers en a 14. Que croyez-vous qu'il se soit passé pendant ces 9 premiers milliards d'années? Vous rendez-vous compte? Le fer du sang qui coule dans vos veines est de la même origine que celui qui rejoint dans le noyau de notre planète. Franchement, si après ça vous trouvez de plus belles histoires à raconter à vos enfants... Numéro 1. L'hydrogène. Tout le monde le sait, l'eau, c'est la vie. Si votre corps est aujourd'hui constitué d'environ 80% d'eau et que vous vous battez chaque jour contre la déshydratation pour maintenir cette moyenne, c'est à cause de vos lointains ancêtres aquatiques qui y ont passé les 3 premiers milliards d'années de l'évolution de la vie à concocter les diverses mixtures indispensables à leur survie dans cet élément. L'eau est composée de 3 atomes, 1 d'oxygène et 2 d'hydrogène. Les atomes d'oxygène ont une histoire semblable à celle des atomes de fer dans le cœur des étoiles. Mais ceux d'hydrogène ont une origine lointaine. Bien plus lointaine, car ils se sont formés pour la première fois lors du Big Bang. J'ai dit Big Bang. Non mais qu'est-ce que c'est que ce vieux son dégueu là? Moi je voulais une explosion. Non mais ça, monsieur, ça c'est le vrai son du Big Bang, tel que reconstitué par la mission Planck à partir du fond diffus cosmologique. Bon, c'est moins badass qu'une explosion, mais au moins c'est scientifiquement juste. Alors c'est pas une explosion le Big Bang alors? Non mais y a pas vraiment de mots pour décrire ce qu'était le Big Bang. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que... c'est pas le bon. Soit. Bon, l'hydrogène a donc été le premier atome formé lors de l'apparition de l'univers. Il est aujourd'hui toujours le principal composant de la matière visible, et notre composition chimique reflète parfaitement celle de l'univers, car c'est bien l'hydrogène l'atome le plus fréquent de notre corps, comme un vrai petit morceau d'univers. Vous l'aurez deviné, c'est par fusion successive des atomes d'hydrogène puis de leurs produits dérivés entre eux lors de réactions nucléaires titanesques qui ont lieu au cœur des étoiles que toute la matière visible a pu se former. On ne le redira jamais assez, dans l'univers, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. De fait, toute la matière, tout ce qui existe dans l'univers est enfant du Big Bang, ce qui fait des étoiles nos sœurs, nos cousines si vous préférez.
On attribue trop souvent, et à tort, le qualificatif d'inerte à la matière non vivante. Mais l'univers, même s'il n'est pas fait de matière vivante, est tout sauf inerte. La matière s'y déplace, fusionne, tremble, explose. Et exactement comme pour les êtres vivants, les étoiles, comme notre soleil, ont une naissance, grandissent, voyagent, s'entre-dévorent, vivent une vie tumultueuse puis meurent, et leur matière est recyclée. Comme nous, les étoiles doivent consommer de l'énergie afin de ne pas voir s'éteindre leur flamme. L'univers tout entier est en mouvement, il s'étend, et toute cette matière que nous considérons à tort comme inerte se meut imperceptiblement à une échelle que nous ne pouvons simplement pas comprendre, tout juste envisager. Et finalement, si vous avez du mal à croire que la vie a pu s'extraire de la matière minérale, dites-vous que nous sommes tous faits des mêmes atomes et qu'il ne manque pas grand-chose à la matière soi-disant inerte pour que nous la considérions comme vivante, juste la capacité de se reproduire. Dans le fond, qu'est-ce qui différencierait un soleil capable de faire des copies de lui-même d'une bactérie, si ce n'est sa taille? Alors, tout bien considéré, nous ne sommes pas si différents de nos ancêtres les étoiles. Merci à tous. Cet épisode était quand même vachement long, je me prendrais bien un petit verre de dinosaure, tiens. Un petit verre d'eau, tu veux dire? Ah non, les dinosaures ayant régné sur Terre pendant 160 millions d'années, il est donc presque statistiquement impossible qu'il n'y ait pas au moins une molécule d'eau dans ce verre qui n'ait pas une fois fait partie intégrante du corps d'un dinosaure durant tout ce temps. Touché. Alors, si les homéopathes ont raison, je suis donc en train de boire du dinosaure. Coulé.